Dans la vidéo précédente, on a vu un outil qui permettait d'obtenir des développements limités, c'était bien sûr la formule de Taylor-Young. Alors cette formule, elle est et elle restera un moyen d'obtenir des développements limités, mais en fait elle est assez lourde à utiliser puisqu'elle demande à chaque fois à calculer les dérivées successives d'une fonction en un point. Il se trouve que, en pratique, très souvent les fonctions qu'on utilise, elles sont des compositions, des produits, des quotients de fonctions usuelles. Donc pour aller plus vite, une méthode, c'est de déterminer une bonne fois pour toutes avec la formule de Taylor-Young les développements limités à tout ordre de toutes ces fonctions usuelles, de tous les apprendre par cœur et ensuite de pouvoir les utiliser telles quelles dans les calculs. C'est en fait ça qu'on fait dans 95% du temps. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les fonctions usuelles une par une et on va déterminer leur développement limité à tout ordre. Commençons par la fonction exponentielle. Le point où on peut avoir un DL à tout ordre facilement d'exponentielle, c'est en 0. Et ça donne la formule suivante, exponentielle x est égal à 1 plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, plus etc. jusqu'à xn sur factoriel n, plus bien sûr le reste petit o de x puissance n. Pour les premiers ordres, cette formule, elle nous dit quelque chose qu'on savait déjà un peu. Par exemple, à l'ordre 1, elle nous donne que exponentielle x, c'est 1 plus x plus petit o de x. On avait déjà vu qu'une excellente approximation à l'ordre 1 d'exponentielle x, c'était 1 plus x, c'est bien sûr l'équation de la tangente en 0 de cette fonction. Dans 70% des cas, quand on utilise un développement limité, c'est à l'ordre 1, donc vous voyez, cette égalité qu'on vient d'écrire sur l'exponentielle, c'est celle que vous utiliserez en fait le plus couramment. Alors parfois, quand on a besoin d'être plus précis, on utilise le DL à l'ordre 2, et donc là, la formule nous dit que le terme suivant, c'est x2 sur 2 plus petit o de x2. Cette approximation à l'ordre 2, elle est représentée avec la parabole rouge que j'ai mise sur le schéma de droite. Maintenant, comment est-ce qu'on a obtenu ce développement limité à l'ordre n? Eh bien, c'est avec la formule de Taylor-Young. Pour obtenir cette formule, on l'a vu, il nous faut les dérivées successives de la fonction exponentielle en 0. Or, les dérivées successives de la fonction exponentielle, il n'y a pas de mystère. Exp k de x, c'est exponentielle de x, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle elle-même. Du coup, en particulier, la dérivée km d'exponentielle en 0, eh bien, c'est toujours 1, quel que soit k. C'est pour ça que dans la formule, on obtient 1 plus 1 fois x, plus 1 fois x2 sur factoriel 2, plus 1 fois x3 sur factoriel 3, etc., etc., jusqu'à 1 fois x puissance n sur factoriel n. Cette formule, elle est simple. Bon, voilà pour le DL d'exponentielle en 0. Maintenant, en fait, il se trouve que si on a le DL d'exponentielle en 0, alors on peut en déduire le développement limité d'exponentielle en n'importe quel point petit a. Regardez, c'est très simple. Quand on cherche le développement limité d'exponentielle en un point petit a, on va s'intéresser à non pas exponentielle de x, mais exponentielle de a plus x, lorsque x tend vers 0. Or, exponentielle de a plus x, eh bien, par propriété d'exponentielle, c'est exponentielle de a fois exponentielle de x. Et maintenant, cette quantité exponentielle de x, on peut faire le développement limité en 0 de cette quantité. Du coup, par exemple, si jamais vous voulez le développement limité à l'ordre 1 en 2 d'exponentielle, vous allez donc regarder exponentielle de 2 plus x. Ça, c'est exponentielle de 2 fois exponentielle de x. Et puis maintenant, exponentielle de x, eh bien, c'est 1 plus x plus petit o de x, comme on l'a vu. Et il n'y a plus qu'à tout développer. Tout ça, c'est exponentielle de 2, plus exponentielle de 2 fois x, plus exponentielle de 2 fois petit o de x, c'est-à-dire petit o de x. Et c'est gagné. Maintenant, si on veut, on peut revenir à une variable t qui tend vers 2, avec le changement de variable t est égal à 2 plus x, et ça donne la chose suivante. Conclusion, si vous avez bien compris, cette formule permet d'avoir le développement d'exponentielle en n'importe quel point et à n'importe quel ordre en l'utilisant bien. Ce développement limité d'exponentielle, il nous permet d'obtenir le développement limité en 0 des fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Je vous rappelle que ces fonctions, elles sont définies par les formules suivantes. CH de x, c'est exponentielle x plus exponentielle de moins x sur 2. Et SH de x, c'est exponentielle x moins exponentielle de moins x sur 2. Du coup, pour CHx, je vais obtenir un développement limité en ayant d'une part le développement limité de exponentielle x, ça je l'ai déjà, et puis en obtenant le développement limité de exponentielle de moins x, en appliquant celui d'exponentielle x, mais en moins x. Moins x, c'est bien une quantité qui tend vers 0. Je peux donc appliquer la formule à cette quantité, et j'obtiens la chose suivante. Et là, regardez ce qui se passe. En fait, pour les termes d'exposants pairs,
comme par exemple x2, eh bien ça ne change rien. Puisque si par exemple vous faites non pas x2 mais moins x au carré, eh bien le moins 1 au carré va donner plus 1, on obtient donc x2. Alors que pour les termes avec les exposants impairs, comme c'est le cas par exemple pour x3, quand vous regardez moins x puissance 3, eh bien le moins 1 puissance 3 se transforme en un moins, et donc vous obtenez moins x3. D'où ici dans cette formule une alternance de signes, moins, plus, etc. Et le terme en x puissance n, c'est moins 1 puissance n fois x puissance n sur factoriel n. Du coup, quand on fait la somme des deux ici pour obtenir ch de x, eh bien les termes d'exposants impairs, ils vont tous se simplifier les uns les autres, et les termes d'exposants pairs, ils vont rester. Et comme on fait la somme, ils vont être deux fois, mais comme ensuite on divise par deux, puisque chx c'est la somme des deux divisé par deux, eh bien on obtiendra les termes pairs de la fonction exponentielle. C'est pour ça que le développement limité en fait de la fonction ch, eh bien c'est très exactement les termes d'exposants pairs uniquement de la fonction exponentielle. De la même manière et pour la même raison, le développement limité de sh, il va s'obtenir en ne prenant que les termes d'exposants impairs du développement limité de la fonction exponentielle. C'est donc quelque chose qui est facile à retenir quand on sait en plus qu'à la base, ch, c'est la partie paire entre guillemets de la fonction exponentielle et sh, c'est sa partie impaire. On remarque d'ailleurs que justement ch est une fonction paire et que, tiens, comme par hasard, son développement limité en 0 ne fait intervenir que des monômes d'exposants pairs. On verra ensuite dans un théorème plus tard que c'est toujours le cas pour n'importe quelle fonction paire, son développement limité en 0 n'admet que des monômes d'indices pairs, alors que pour sh, qui est une fonction impaire, c'est le contraire, il n'y a que des monômes d'exposants impairs. Passons maintenant à la fonction logarithme. Alors tout d'abord, soyons clairs, il est bien évidemment hors de question de faire un développement limité de la fonction logarithme en 0. Cette fonction logarithme n'est certainement pas de classe Cn au voisinage de 0 puisqu'elle n'est même pas définie en 0. En fait, de manière générale, log x en 0, c'est log x, il n'y a rien à faire de spécial. Par contre, le point où on peut facilement obtenir un développement limité de cette fonction logarithme à tout ordre, c'est en 1. Et la formule qui permet de l'obtenir, elle n'est pas très compliquée. Log de 1 plus x, c'est, regardez comment on l'obtient. X moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, etc., etc., etc. Plus, vous voyez le terme, le nème, c'est moins 1 puissance n plus 1 fois x puissance n sur n, et puis avec le reste, bien sûr, plus petit o de x puissance n. Donc vous voyez, il y a d'abord une alternance de signes, et puis ensuite, c'est les x puissance k sur k. Alors, comment est-ce qu'on a obtenu cette formule? C'est par exemple, puisqu'il y a plusieurs manières de faire, mais par exemple par la formule de Taylor-Young, puisqu'on sait dériver en fait k fois la fonction logarithme, pour tout k supérieur à 1, log dérivé k fois de x, il se trouve que c'est moins 1 puissance k moins 1 fois factoriel de k moins 1, le tout divisé par x puissance k. Du coup, en particulier en 1, la dérivée km de logarithme en 1, elle vaut moins 1 puissance k moins 1 fois factoriel de k moins 1. On comprend alors pourquoi est-ce qu'on a l'alternance de signes, c'est à cause du moins 1 puissance k moins 1. Et puis ensuite, étant donné que dans la formule de Taylor-Young, cette quantité, il va falloir la diviser par factoriel de k, quand on divise factoriel de k moins 1 par factoriel de k, il reste 1 sur k, d'où justement ce moins 1 puissance k moins 1 sur k, qui est bien ce terme qu'on observe, 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc., etc. Encore une fois, pour les premiers ordres, on retrouve des choses qu'on connaissait déjà. Par exemple, à l'ordre 1, log de 1 plus x, c'est x plus petit o de x. Cette approximation étant valable pour une quantité x qui tend vers 0. Maintenant, si on la translate et qu'on regarde log de t pour t qui tend vers 1, on obtient que log de t, c'est égal à t-1 plus petit o de t-1. Vous voyez que ce t-1, on le connaissait très bien, c'est l'équation de la tangente au logarithme en 1. Dans 70% des cas, quand vous ferez un développement limité de logarithme, ce sera celui-ci. Maintenant, de temps en temps, il nous faut quelque chose de plus précis, typiquement l'ordre 2. Donc voilà, le théorème, il va nous le donner. Le terme suivant, c'est moins x2 sur 2. Ce qui ici, je fais la translation en remplaçant x par t-1, va nous donner t-1 plus, moins t-1 au carré sur 2, plus petit o de t-1 au carré. Cette approximation, elle correspond à une approximation du graphe de log par une parabole, et c'est celle que j'ai dessinée en rouge ici sur le schéma de droite. Voilà pour le développement limité de logarithme en 1. Maintenant, il se trouve que, un peu comme exponentielle, quand on connaît ce développement de logarithme en 1,
ça nous permet de déterminer le développement limité de logarithme en n'importe quel point petit a appartenant à R plus étoile. Regardez, c'est simple. Lorsque je m'intéresse au développement de logarithme en petit a, je vais donc regarder la quantité log de a plus x lorsque x tend vers 0. Or, ça, à l'intérieur du logarithme, ce que je peux faire, c'est que je peux forcer la factorisation par a. Et maintenant, par propriété du logarithme, j'ai le log d'un produit, et ça, eh bien, c'est la somme des logs. La quantité de gauche, log de a, bon, ça c'est une constante, ok. Et puis maintenant, la quantité de droite, elle est bien sous la forme de log de 1 plus, ici, une quantité, x sur a, que l'on peut noter grand X, et qui est une quantité qui tend vers 0 lorsque petit x tend vers 0. Donc une quantité sur laquelle on peut faire un développement limité. Ici, on peut écrire que log de 1 plus grand X est égal à eh bien, le développement limité qui est donné par la formule en rouge, ici en haut à gauche. Prenons un exemple. Déterminons par exemple le développement limité à l'ordre 1 de la fonction logarithme en 2. On s'intéresse donc à la quantité log de 2 plus x lorsque x tend vers 0. Et ça, à l'intérieur du log, on va factoriser par 2. Puis utiliser la propriété du logarithme. Le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Et maintenant, on applique le développement limité log de 1 plus grand X est égal à grand X plus petit o de grand X. On veut juste un développement limité à l'ordre 1. On l'applique à la quantité grand X qui est égale à x sur 2, qui est bien une quantité qui tend vers 0, donc sur laquelle on peut appliquer ce développement limité. Ça nous donne log de 2, qui n'a pas bougé, plus eh bien, grand X, donc x sur 2, plus petit o de grand X, c'est-à-dire petit o de x sur 2, mais le sur 2 ne sert à rien à l'intérieur du petit o, donc plus petit o de x. Et voilà, on a notre développement limité à l'ordre 1 de la fonction logarithme en 2. Conclusion, si vous avez bien compris, grâce à cette formule, on peut, en l'utilisant bien, obtenir le développement limité à n'importe quel ordre et en n'importe quel point de la fonction logarithme. Fonction usuelle suivante, c'est la fonction inverse. Là, un peu comme le logarithme, il est hors de question de faire un développement limité de la fonction inverse en 0. Elle n'est pas définie en 0. De toute façon, 1 sur x en 0, c'est 1 sur x. Il n'y a pas d'approximation plus simple que 1 sur x en 0. Par contre, on peut faire un développement limité de la fonction inverse en 1. Alors ici, quand on fait ce développement limité, on s'intéresse donc à la quantité 1 sur 1 plus x lorsque x tend vers 0. Et si on applique la formule de Taylor-Young, on tombe sur la formule suivante. On tombe sur 1 moins x plus x2 moins x3 plus x4, etc., etc., etc. Et là, on s'aperçoit de la chose suivante. Si jamais cette formule, au lieu de la prendre en plus x, de regarder 1 sur 1 plus x, on la prend en moins x, eh bien, au niveau des termes pairs, ça ne change rien, et au niveau des termes impairs, ça va changer le signe, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des moins plus, une alternance de signes, eh bien, on aura des plus partout. Donc, on obtient ici la formule qu'on a encadrée, 1 sur 1 moins x, c'est ce développement limité miraculeusement simple, 1 plus x2, plus x3, etc., jusqu'à plus xn plus petit o de x puissance n. Maintenant, il se trouve que cette formule permet d'avoir le développement limité de la fonction inverse en n'importe quel point petit a appartenant à R étoile. Regardez, si jamais vous voulez ce développement limité, vous allez donc vous intéresser à une quantité du type 1 sur a plus x. Et là, pour se ramener à un 1 au dénominateur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser au dénominateur par petit a. On obtient la chose suivante. Le 1 sur a, on peut le mettre en facteur. Et puis ensuite, au dénominateur, le 1 plus x sur a, on peut le voir comme 1 moins x sur a. 1 sur a, c'est une constante multiplicative, ok. Et maintenant, cette quantité à droite, c'est bien une quantité du type 1 sur 1 moins grand X, avec grand X qui vaut moins x sur a, et c'est bien une quantité moins x sur a qui tend vers 0 lorsque petit x tend vers 0. Donc c'est une quantité sur laquelle on peut appliquer le développement limité qu'on a écrit ici en haut à gauche. Conclusion, encore une fois, ce développement limité ici qu'on a écrit, et qu'il faut donc apprendre par cœur, permet d'obtenir un développement limité à n'importe quel ordre et en n'importe quel point de R étoile de la fonction inverse. Intéressons-nous maintenant aux fonctions cosinus et sinus. Il y a un point sur lequel on va pouvoir obtenir un développement limité assez simple, c'est en 0. Pour cosinus, ça donne la chose suivante. Vous allez voir, la formule n'est pas très compliquée. Cosinus x, c'est égal à 1, c'est normal, hein, c'est la valeur de cosinus en 0, c'est cosinus de 0, moins x2 sur 2,
plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, plus x8 sur factoriel 8, etc., 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 jusqu'à un indice pair, moins 1 puissance n fois x puissance 2n sur factoriel de 2n. Et puis le terme d'erreur qui, si jamais on fait un développement limité à l'ordre 2n, devrait être petit o de x puissance 2n, mais là, on met petit o de x puissance 2n plus 1. On va revenir dessus pour expliquer pourquoi cette précision est bonne. Bon, tout d'abord, la fonction cosinus est une fonction qui est paire, donc sans surprise, comme on le disait avant, son développement limité en 0 est un développement limité qui ne fait intervenir que des monômes d'exposants pairs. Ok. Ensuite, le développement limité que vous allez le plus utiliser de la fonction cosinus, c'est une approximation dont on avait déjà parlé, c'est le développement limité à l'ordre 2, c'est-à-dire cosinus x est égal à 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Cette approximation, elle est représentée sur le schéma de droite par la parabole qu'on connaissait déjà d'équation y est égale à 1 moins x2 sur 2 et qui est une excellente approximation donc de cosinus en 0. Alors, au passage, vous voyez ici qu'on a écrit le développement limité à l'ordre 2 de cosinus qui donne une précision en petit o de x2. Mais en fait, c'est bête d'écrire ça, je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais, au lieu de faire un développement à l'ordre 2, on fait un développement à l'ordre 3, eh bien, étant donné que la fonction est paire, le terme suivant x3, il est nul. C'est 0 fois x3 plus petit o de x3. Donc en fait, plus petit o de x3. Donc tant qu'à faire, à chaque fois que vous utilisez ici cette approximation de cosinus x par 1 moins x2 sur 2, eh bien autant écrire la meilleure précision que vous pouvez écrire, ça ne coûte pas plus cher de mettre un petit o de x3 plutôt qu'un petit o de x2, c'est plus précis. On voit ici pourquoi d'ailleurs dans la formule générale, on a écrit comme terme d'erreur non pas petit o de x puissance 2n, mais petit o de x puissance 2n plus 1. C'est parce que, eh bien, il suffit de pousser le dl à l'ordre supérieur, étant donné que le terme en x puissance 2n plus 1 est nul, ça donne plus 0 fois ce terme, plus petit o de x puissance 2n plus 1, pas de problème. Pour la fonction sinus, son développement limité à tout ordre en 0 est le suivant, c'est x moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, moins x7 sur factoriel 7, plus x9 sur factoriel 9, etc., 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 jusqu'à donc un indice impair, moins 1 puissance n fois x puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1, plus un petit o de x puissance 2n plus 2. Bon, la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire, donc son développement limité en 0, sans surprise, ne fait intervenir que les exposants qui sont eux-mêmes impairs. Ok. Ensuite, l'approximation que vous allez utiliser le plus de sinus x en 0, c'est sinus x est égal à x plus petit o de x. On la connaît déjà, on sait qu'on peut approcher sinus x par x au voisinage de 0. Et encore une fois, en fait, ce terme d'erreur petit o de x, il est un peu bête. Parce que ici, on a fait un développement limité à l'ordre 1, mais si jamais on fait un développement limité à l'ordre 2, alors le terme en x carré, il est nul. C'est 0 fois x2, plus petit o de x2 ici. Donc, plus petit o de x2. Donc cette approximation sinus x à peu près égale à x que l'on croyait être une approximation à l'ordre 1, en fait non, c'est une approximation à l'ordre 2, c'est une excellente approximation. Maintenant, de temps en temps, on a besoin de l'approximation à l'ordre supérieur. On va écrire que sinus x est égal à x moins, et le terme suivant, c'est moins x3 sur 6. Pour le petit o, on pourrait mettre plus petit o de x3, mais c'est bête, même chose. En fait, autant pousser le dl jusqu'à l'ordre 4, puisque le terme en x puissance 4, il est nul, donc on peut écrire plus petit o de x4. C'est en utilisant ce principe qu'on comprend ici que dans la formule générale, le terme d'erreur, on a écrit petit o de x puissance 2n plus 2, et non pas plus petit o de x puissance 2n plus 1. Ces deux formules, pour cosinus d'une part et pour sinus d'autre part, nous donnent donc les développements limités à tout ordre en 0 de ces deux fonctions. Mais en fait, en se servant de ces formules, on peut obtenir des développements limités à tout ordre de chacune de ces fonctions cosinus et sinus en n'importe quel point petit a de R. Regardez, par exemple, si on fixe A appartenant à R et qu'on souhaite obtenir un développement limité de la fonction, mettons, cosinus en petit a. À ce moment-là, on va s'intéresser à une quantité du type cosinus de A plus X, lorsque x tend vers 0. Et là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser une formule de trigonométrie. Cos de a plus x, c'est cos a cos x, moins sinus a sinus x. Les quantités cosinus de a et sinus de a, bon ça c'est juste des constantes, ok. Et maintenant, cos x d'une part et sinus x d'autre part, eh bien ce sont des quantités sur lesquelles je peux appliquer le développement limité en 0 de sinus et de cosinus. Donc ici, il suffit de remplacer et ça permet d'obtenir le développement limité à l'ordre qu'on veut pour cosinus de a plus x.
Un mot sur les fonctions tangente et arctangente. Pour ces fonctions aussi, on peut déterminer des développements limités en 0. Alors, ce sont toutes les deux des fonctions impaires déjà, donc leur développement limité en 0 ne fait intervenir que des monômes d'exposants impairs. Ça, ok. Ensuite, pour tangente x, voilà ce que ça donne. Le premier terme, le terme prépondérant, sans aucune surprise, c'est x. Et ça, on le savait déjà. On sait qu'une très bonne approximation de tangente x en 0, c'est x. Ensuite, si jamais on veut une précision supplémentaire, le terme suivant dans le développement limité, c'est plus x3 sur 3. Et si maintenant on veut écrire le terme d'erreur, étant donné que la fonction est impaire, au lieu d'écrire plus petit o de x3, on peut directement écrire plus petit o de x4, puisqu'on sait que le terme en x4 est nul. Ensuite, pour arctangente, on a une formule générale qui va donner à tout ordre son développement limité. Le premier terme, le terme prépondérant, c'est x, encore une fois sans surprise, hein, vous savez que arctangente x au voisinage de 0, c'est à peu près égal à x. Et puis ensuite, regardez, ça donne la chose suivante, moins x3 sur 3, plus x5 sur 5, moins x7 sur 7, plus x9 sur 9, etc., 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 etc. Je ne m'attarde pas sur ces deux exemples et je ne vais pas faire de démonstration puisqu'on va revenir sur chacun d'entre eux plus tard quand on aura d'autres éléments sur les développements limités. Enfin, on va s'intéresser aux fonctions puissance, c'est-à-dire aux fonctions du type x donne x puissance alpha, où alpha est un réel fixé. Alors tout d'abord, il est inutile de chercher à faire un développement limité de ces fonctions en 0. En 0, en fait, x puissance alpha, c'est x puissance alpha, il n'y a rien à simplifier. En fait, c'est déjà une puissance de x sous cette forme. Par contre, il y a un développement limité tout à fait pertinent qu'on peut faire, c'est non pas en 0, mais en 1. À ce moment-là, ça nous invite à regarder la quantité 1 plus x puissance alpha lorsque x tend vers 0. Le développement limité est le suivant. Le premier terme, c'est 1, ça c'est normal, c'est la valeur de 1 plus x puissance alpha lorsque x est égal à 0. Et puis pour les termes suivants, regardez le mécanisme. Le terme en x, c'est alpha fois x. Le terme en x2, c'est alpha fois alpha moins 1 divisé par factoriel 2 fois x2. Ensuite, le terme suivant, ce sera alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 divisé par factoriel de 3, jusqu'au terme en x puissance n, qui est alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, etc., jusqu'à alpha moins n plus 1, le tout divisé par factoriel n. Pour démontrer cette formule, c'est avec la formule de Taylor-Young. Alors ça nous donne un développement limité en 1 à tout ordre de cette fonction puissance, mais à partir de là, vous allez voir qu'on peut en déduire le développement limité à tout ordre en n'importe quel réel petit a appartenant à R plus étoile. Je vous montre comment on fait. En fait, si jamais on veut le développement limité en a, alors ça nous amène à considérer une quantité du type petit a plus x, le tout puissance alpha, lorsque x tend vers 0. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'à l'intérieur de la parenthèse, on peut factoriser par petit a. De cette façon, on fait apparaître la quantité 1. OK. Ensuite, on peut utiliser la propriété des puissances, c'est a puissance alpha fois 1 plus x sur a puissance alpha. À gauche, ici, a puissance alpha, c'est juste une constante multiplicative, OK. Et maintenant, à droite, si jamais je note grand X, cette quantité-là, x sur a, je me retrouve avec une quantité du type 1 plus grand X puissance alpha, avec ici grand X qui est une quantité qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, je peux lui appliquer le développement limité qui est écrit en haut, là, dans l'encadré. De cette façon, cette formule ici qu'on a écrite au début nous permet, en nous débrouillant bien, d'obtenir le développement limité à n'importe quel ordre et en n'importe quel point de R plus étoile de cette fonction puissance. Un cas particulier qu'on utilise très souvent, c'est le cas de alpha est égal à 1/2. À ce moment-là, on est en train de s'intéresser à la fonction racine carrée. Dans ce cas-là, le développement limité à l'ordre 1, qu'on utilise très souvent, c'est donc le développement limité qui dit que racine de 1 plus x, c'est bien ça, c'est 1 plus x puissance 1/2, c'est 1 plus 1/2 de x plus petit o de x. Là, sur le dessin de droite, ça correspond à approcher au voisinage de 1 la fonction racine carrée par sa tangente, ici en pointillé. De temps en temps, il nous faut une estimation plus précise à l'ordre 2. À ce moment-là, d'après le développement limité qu'on a au-dessus, qu'on applique en alpha est égal à 1/2, le terme suivant en x2, c'est moins 1/8 de x2. Cette approximation ici, elle est donnée graphiquement par la parabole qu'on a écrite en rouge.
Ces développements limités des fonctions usuelles en 0, ils permettent au passage d'obtenir des équivalents simples de toutes ces fonctions usuelles en 0. Pourquoi? Eh bien parce qu'un développement limité, c'est, comme tout développement asymptotique, un développement qui classe les termes par ordre de prépondérance. Le terme qui est prépondérant devant tous les autres, c'est celui qu'on met en premier, tout à gauche dans le développement. Et tous les autres sont négligeables. Par exemple, vous voyez exponentielle x, eh bien il est égal à 1, c'est le terme prépondérant du développement, et puis tous les autres, en x, x2, x3, etc., sont négligeables devant 1. Donc quand on fait un équivalent, eh bien ces termes, ils disparaissent. L'équivalent naturel d'exponentielle x en 0, c'est 1. Ensuite, pour log de 1 plus x, le terme prépondérant, c'est x, et tous les suivants, en x2, x3, etc., sont négligeables par rapport à ce terme. Donc si on veut un équivalent naturel de log de 1 plus x en 0, eh bien c'est x. Ça, c'est un équivalent très utile qu'on utilise souvent, essayez de le photographier. À partir de là, eh bien, on peut faire exactement la même chose pour toutes les fonctions. Sinus x en 0, il est équivalent à x. Cosinus x en 0, il est juste équivalent à 1. Voilà. Tangente x en 0, il est équivalent à x. Même chose pour arctangente x, il est équivalent à x. Et puis ensuite, 1 plus x puissance alpha, là, il n'y a aucun problème, il est équivalent à 1. Là, il n'y avait pas besoin de faire de l'analyse asymptotique pour le savoir. Alors ici, on retrouve en fait des idées qu'on avait déjà vues graphiquement depuis le début de l'année. Sinus x équivalent à x, oui, ça traduit une approximation qu'on connaissait déjà au voisinage de 0. Pareil pour tangente, pareil pour arctangente, etc. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que la notion d'équivalent est une notion qui est beaucoup moins précise, beaucoup moins fine qu'un développement limité, puisque quand on fait un équivalent, on ne s'intéresse qu'à un seul terme, le terme prépondérant du développement asymptotique. Parmi tous ces équivalents qu'on a écrits, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. En fait, ceux qui sont intéressants ici, c'est ceux qui donnent l'équivalent de quantités qui tendaient vers 0. Par exemple, log de 1 plus x est équivalent à x, sinus x équivalent à x, tangente x équivalent à x, et pareil pour arctangente. Les autres, il n'y avait vraiment pas besoin de faire d'analyse asymptotique pour les avoir. Ils traduisent juste le fait que la fonction, elle est continue en ce point et qu'elle admet en 0 une limite non nulle. Du coup, pour ces fonctions, ce n'est pas ces équivalents-là qu'on va retenir. Pour exponentielle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le 1 de l'autre côté du égal ici, et donc s'intéresser à la différence entre les deux, entre exponentielle x et son équivalent naturel 1. On regarde donc e de x moins 1, et là, du coup, on obtient ici à droite les autres termes, et le terme prépondérant, c'est x. Les autres sont tous négligeables devant x. On obtient donc le célèbre équivalent suivant, e de x moins 1, est équivalent en 0 à x. Pour cosinus, même chose, on peut faire passer le 1 de l'autre côté ici dans ce développement asymptotique et obtenir un équivalent de cosinus x moins 1. Ça va nous donner que c'est équivalent à moins x2 sur 2, le terme suivant dans le développement. Enfin, tout en bas, 1 plus x puissance alpha, si jamais on fait passer le 1 de l'autre côté, même chose, ça nous donne un équivalent de 1 plus x puissance alpha moins 1, qui est le terme suivant dans le développement asymptotique, alpha x. Enfin, puisqu'on parle des équivalents classiques, il y en a un dernier qu'on peut donner pour pas cher, c'est celui qui concerne la fonction arcsinus. Arcsinus de x en 0, eh bien c'est équivalent à x. Quelque chose également qu'on avait pressenti sur le graphe. Alors pourquoi? Parce que la fonction arcsinus en 0, elle vaut 0, et arcsinus prime de 0, ça vaut 1. Donc la formule de Taylor-Young, elle va bien nous donner que arcsinus x est équivalent à x.